et je crois que c'est très important qu'il y ait des films comme ça ambitieux, français et donc a fortiori européens, qui transforment l'essai. C'est important pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste pour moi, je serais ravi que ça fonctionne, mais quand un film comme ça, avec un pari tel que celui-ci, passe la barre, ça fait du bien à toute l'industrie. Oui, il y a une nouvelle génération qui presse derrière la porte, qui pousse la porte, et la porte ne veut pas s'ouvrir. Il faut que les choses changent, sinon notre cinéma va en crever. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Il y a une espèce de fatalisme en France, qui n'est certainement d'ailleurs pas parmi ces gens-là, mais il y a un fatalisme général qui consiste à dire on n'y arrivera pas, c'est trop cher, les Américains savent le faire, eux ils ont les moyens. Tous ces espèces d'arguments de merde qu'on entend tous les jours. Ces extraits d'interviews de Vincent Cassel et du réalisateur Christophe Gans ne parlent bien sûr pas de Marianne, mais du film fantastique La Belle et la Bête, sorti en 2014. Pour autant, il résume bien mon état d'esprit quant à la scène mainstream audiovisuelle française. J'ai l'impression que pour s'assurer de bonnes recettes, les studios n'osent raconter qu'une seule et unique histoire. Christian Clavier, dans Les Yvelines, qui apprend la tolérance. Évidemment, la création en hexagone ne se limite pas à ce genre d'étron, et quelques œuvres originales parviennent à se distinguer et à sortir du lot. Mais quand bien même, combien d'entre elles arrivent à se hisser au rang de classiques populaires depuis ces 20 dernières années? C'est pour ça que quand j'ai entendu que Netflix France, qui a eu l'outrecuidance d'accoucher de Marseille et Eugene France, allait sortir une série d'horreur, j'étais pour le moins partagé. D'un côté, la démarche est noble car on a cruellement besoin d'innover et d'explorer de nouveaux horizons. De l'autre, la peur est une émotion délicate à communiquer dans le cadre d'un film, et alors en série, c'est une tâche absolument titanesque. Après avoir vu l'intégralité de Marianne, je peux maintenant vous dire ce que j'en ai pensé. Se pourrait-il que l'œuvre inédite de Samuel Bodin transforme l'essai, comme le disait Vincent Cassel? Eh bien, il y a du très bon et du moins bon. Marianne raconte l'histoire d'Emma, écrivaine de romans d'horreur à succès qui tire son inspiration de ses cauchemars nocturnes qui la hantent depuis sa jeunesse. Déjà dans sa manière de communiquer avec les gens, je me suis très vite senti une certaine proximité avec le personnage. Mais Lizzie Lark sourit, car elle le sait et elle le voit sur elle et son ennemi se refermer la marée des intimes ténèbres. Mais vous venez de lire la fin, là? Bah oui, vous m'avez demandé de lire mon passage préféré. Bah du coup, j'ai plus envie de l'acheter. Bah du coup, je m'en fous. Ça te fera faire des économies sur ton argent de poche. Contrainte à quitter Paris pour revenir malgré elle dans son village d'enfance fictif Elden, en Bretagne, Emma emmène avec elle son assistante Camille pour l'épauler. S'ensuivent des retrouvailles pour le moins animées avec ses parents et plein de péripéties avec son groupe d'amis, déchirés depuis l'adolescence par un grave secret. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire et spoiler parce que je pense que Marianne mérite vraiment votre intérêt en tant que spectateur. Grand amateur d'horreur que je suis, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la série et je vous la conseille vivement si vous en êtes un aussi. Toutefois, ça ne veut en aucun cas dire que Marianne est exempte de tout reproche. Si le pilote et l'épisode final sont tous deux très réussis, le reste de la série est traversé par d'importants problèmes qui m'ont parfois fait sortir du récit. Vous connaissez peut-être l'expression anglaise comic relief. C'est le personnage un peu idiot qui vient désamorcer dans l'histoire un moment tendu, histoire de soulager le spectateur du moment anxiogène auquel il vient d'assister. Dans Marianne, ce rôle est tenu par l'inspecteur Ronan, qui vient enquêter sur les événements provoqués par le retour d'Emma à Elden. Les scénaristes ont eu la main beaucoup trop lourde sur les blagues. Elles sont forcées et inopportunes. Quelqu'un vient de disparaître, l'ambiance est tendue, les personnages à cran. Tiens, prends un personnage policier fan de la romancière qui se précipite à son domicile pour obtenir son autographe au lieu de se montrer professionnel. Je peux vous poser une question? Non. Mais je vous préviens, c'est très embarrassant. Ben voyons. Surtout pour moi. Ah, alors ça va. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible de me dédicacer ça? De manière générale, le vrai point faible de la série sont ses dialogues. À l'épisode 4, Ronan se rend à l'église pour interroger le prêtre du village, un autre personnage insupportable qui devra attendre le dernier épisode pour gagner un peu en profondeur. Et ça donne lieu au moment le plus crispant de Marianne. Alors, non mais, vous savez que c'est une accusation grave, mon père? Le vol, c'est hors la loi. C'est péché même. Et je vous le fais pas dire. Ta gueule! Et vous m'accusez moi? Ouais, vous. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je vous propose que vous me rendiez ce que vous m'avez pris, et puis que vous rentriez chez vous. Je vous épargne la confession. Alban Lenoir, qui campe l'inspecteur, joue plutôt bien, mais on lui fait dire n'importe quoi. Quelqu'un a voulu le saboter. Contrairement à ce que j'ai dit un peu plus tôt, en vrai, il est très dur de s'identifier au personnage principal. Emma est égoïste, destructrice et désagréable. Pas que vous et moi soyons des parangons de vertu irréprochables, mais sa rédemption arrive bien trop tard dans la série et ça rend le tout parfois difficile à tolérer en termes d'empathie. Emma est aussi censée être alcoolique, mais je vous assure, pour traîner souvent avec des gens bourrés et l'avoir moi-même été plus d'une fois, quelqu'un d'ivre ne se comporte tout simplement pas comme ça. Tu fais quoi, là? Bah je fais connaissance.
Eh, mais tu perds un peu tes cheveux sur le dessus, mais t'es encore trop mignon. T'es con, merci. Daniel. Non, stop. Quoi, stop? Tu me fais honte. Mais ça va, t'as déjà connu pire, non? Tu peux me resservir, s'il te plaît, Camille? Non. Mais c'est très malin, ça. Tu sais que je peux me lever. Oui, je sais. Eh ben, je vais le faire. Eh ben, vas-y. Eh ben, hop. Encore une fois, le problème n'est pas tant dans le jeu d'acteur que le script. Netflix, vous avez dans vos rangs une top de chez Disney+, qui essaie de niquer votre série, je vous jure. Bien trop souvent, les interactions entre personnages ne sont pas naturelles. Le texte est soit trop lisse, soit inutilement trop vulgaire. En tout, Marianne compte 8 épisodes d'une quarantaine de minutes, mais je suis certain que l'histoire aurait pu être racontée en 6 sans que beaucoup de passages de valeur soient perdus. Il y a notamment un épisode tout entier en mode Stranger Things qu'ils auraient pu, à mon sens, insérer en petits segments tout au long de la série. Certains moments font un peu remplissage, comme s'il était impératif de respecter un format dicté par des exécutifs, plutôt que décidé collectivement par les créatifs bossant sur le projet. Un peu comme moi qui essaie de passer la barre des 10 minutes sur cette vidéo. Il y a plusieurs retournements de situation ou twists un peu convenus. Heureusement, le dernier est plutôt intelligemment amené, et si vous êtes attentif pendant votre visionnage, vous vous souviendrez de la phrase qui prophétisait la scène finale, un procédé bien gratifiant pour le public. Si l'on met de côté ces points négatifs qui pourraient sérieusement entamer votre plaisir, la série réussit là où on l'attend. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a une chose que je hais plus que tout dans les films et jeux d'horreur. Un procédé tellement suranné et cliché que je suis intraitable avec ceux qui en abusent, les jumpscares. Sans blague, j'y suis devenu allergique. Par facilité, il arrive souvent qu'on essaie de substituer à la peur la surprise. Ces deux émotions sont parfois liées, mais à moins d'être de mauvaise foi, on ne peut pas considérer qu'arriver par exemple subrepticement dans le dos de quelqu'un pour lui tapoter l'épaule est de l'horreur. Les jumpscares, c'est exactement pareil, ça ne fait pas peur. C'est agaçant, c'est irritant, rien de plus. Non, si vous voulez inspirer un sentiment de peur, vous devez créer une ambiance qui suscite le malaise. Subvertir des choses que l'on considère généralement comme innocentes, les petites filles ou les clowns par exemple. Et éventuellement forcer le public à contempler quelques secondes une scène scabreuse et violente. Jouer avec les nerfs des gens par le biais d'une musique erratique, aiguë ou pervertie, comme la reprise d'une berceuse pour enfants. Montrer des personnages coincés dans un environnement qui leur est profondément hostile pendant un long moment de détresse, pas juste quelques secondes le temps d'une course-poursuite comme si c'était un film d'action. Quand je lis que je suis de mauvaise foi parce que j'ose affirmer que X jeu d'horreur est nul alors qu'on m'a clairement entendu sursauter par moments, je me dis que les boosts genre Annabelle ou La Nonne ont de beaux jours devant eux. On doit être en droit d'exiger des sensations plus fortes. Heureusement, Marianne évite brillamment cet écueil. Si vous vous mettez dans de bonnes conditions pour regarder la série, à savoir idéalement seul la nuit, pas assis sur un canapé en plein été pendant que vous matez votre téléphone, vous aurez droit à des moments qui peuvent vraiment susciter la peur. Il y a un véritable effort qu'il faut saluer sur ce plan-là. Du reste, la mythologie de Marianne, bien qu'un poil classique au sens littéral du terme, est intéressante. Samuel Bodin, le réalisateur, s'est inspiré des incontournables du milieu comme Lovecraft ou Edgar Allan Poe. La série n'est pas avare en citation de ses influences et leur adresse des clins d'œil comme avec ça de Stephen King, Georgie, don't you want a balloon? L'Exorciste ou encore Alien. On retrouve de nombreux thèmes sous-jacents qui se complimentent bien. La religion et la force de la foi, le pouvoir de nos créations et leur volonté propre qui nous échappent parfois, notamment à travers le prisme de la maternité, ou encore la solitude et le passage à l'âge adulte. Esthétiquement, rien à redire, la photographie est très propre et quelques jolis plans de la ville d'Elden ou de Marianne vous resteront sûrement en mémoire. J'ai aimé les quelques parties pris au niveau du montage, par exemple que ça joue des fois un petit son de violon quand le nom de la méchante est prononcé, comme si la bande-son s'adressait discrètement à nous. C'est juste dommage que les quelques règles qui régissent l'univers créé par Emma soient trop peu utilisées, notamment le fait que Marianne ne puisse pas mentir lorsqu'on lui demande son nom, ou que les écrits d'Emma aient un impact sur la réalité dans laquelle les personnages se trouvent. Il y a donc de multiples écueils à corriger pour une éventuelle saison 2, mais la base est extrêmement solide. Peaufinez les dialogues, faites des personnages secondaires plus attachants, diminuez la dose d'humour potache et aidez Emma à prendre une vraie cuite et je prédis à Marianne un avenir radieux. Comme c'est à ma connaissance la première série d'horreur française, je pense qu'on peut dire que pour un premier essai, c'est un coup de maître. Ou un coup de professeur stagiaire en passe d'être titularisé en tout cas. Voilà pour Marianne de Samuel Bodin, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil si comme moi vous aimez le genre. J'encourage toute création française qui ose sortir des sentiers battus afin de ne pas se retrouver un jour avec Christian Clavier dans les Yvelines qui finit par s'acoquiner avec un démon sorti tout droit des enfers après un début de relation difficile. Ah bon? On peut le faire? Mais alors tout ce qu'on nous raconte là, tout ce qu'on vous raconte c'est du vent.